Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la taverne du gamer, je suis Sid, accompagné de Kira. Comment vas-tu Kira cette semaine ? Salut Sid, bah écoute ça va bien, c'est une semaine assez chargée donc je n'ai pas trop eu l'occasion de jouer à part continuer Cyberpunk. C'est vrai que je redécouvre le jeu et cette extension c'est vraiment une pépite incroyable que je te recommande. J'ai quand même vu Furiosa dont je vais parler tout à l'heure. Et toi, tu as fait quoi cette semaine ? Moi, je sais plus si je l'avais dit la dernière fois, mais j'ai platiné Stellar Blade, donc c'est bon, Stellar Blade c'est fini. J'ai fait New Game Plus 3, ouais, c'est plié. Et là, j'ai commencé les DLC du coup de Final Fantasy XVI. J'ai fini le premier et je suis à la moitié du second, je pense. Donc pareil, j'avance bien. Donc j'en dis pas trop, hein, parce qu'il y aura une chronique évidemment. Mais voilà, j'en dis pas trop. Et aussi là, juste après notre enregistrement, je vais aller voir Furiosa. Donc j'espère que tu vas bien m'ambiancer pendant la chronique et que je serai chaud bouillant. Bah écoute, j'ai écrit une belle chronique, j'étais très inspiré. Je l'ai fini là tout à l'heure, juste avant le rec. Donc je pense que ça devrait te plaire. Et bah écoute, dis-nous justement de quoi on va parler aujourd'hui. Alors cette semaine on va débriefer le State of Play, donc ça sera pour la partie news, vu c'est pas très riche en news cette semaine, donc on va vraiment se concentrer là-dessus. Derrière on attaque le test de Final Fantasy VII Rebirth, et on aura enfin fini ce fil rouge qui a duré 4 semaines, c'est ça ? Ouais, 4 semaines. 4 semaines, et du coup derrière je vais faire ma critique de Furiosa, en tout cas en espérant vous donner envie d'aller le voir. Et bah écoute, je te propose sur ces bonnes paroles d'attaquer. Bah on attaque, c'est parti. Allez, c'est parti. Le State of Play, c'est en gros Kira, le gros démarrage des conférences du mois de juin, c'est un peu traditionnel. C'est vrai, ça remplace le 3. Ça remplace le 3, donc il y aura le Summer Game Fest bientôt, qu'on va bien évidemment couvrir, et le premier à avoir sorti l'artillerie, pas lourde d'ailleurs, enfin rien à voir avec le coquillage bien sûr, mais c'est Sony, donc PlayStation avec un State of Play, donc on sait que c'est leur conférence mineure, les State of Play, donc maintenant nous sommes avertis. Donc ils avaient annoncé 14 jeux pour le programme de ce State of Play pour une durée d'environ 30-35 minutes. Donc je vais décrire rapidement les 14 jeux, c'est pas énorme, mais je vais passer rapidement dessus et après on va dire ce que l'on a pensé, sachant que ça a commencé sur le jeu Concorde, donc de Firewalk, leur studio qui est un petit peu spécialisé dans le game as service, le jeu à service. Donc Concorde qui a montré un peu plus de sa direction artistique, qui a montré un peu plus de ce qu'il a dans le ventre finalement, avec, j'ai trouvé une vibes très Gardien de la Galaxie mixé à Overwatch, le jeu de Blizzard en multi. Donc on sera dans des arènes avec des personnages asymétriques avec des compétences particulières et ça a l'air bonne ambiance. Après vraiment, je suis pas du tout client. Mais en tout cas, une DA sympathique. Oui, je suis comme toi, la vibe Gardien de la Galaxie m'a un peu amusé sur le trailer de présentation. Après, je t'avoue que c'était la douche froide quand j'ai vu le gameplay, ce côté Overwatch-like. Je suis pas client non plus, ça m'en touche une sans bouger l'autre. Tu connais mon aversion pour Overwatch, et c'est vrai qu'en regardant ça, j'ai vu vraiment la même chose, en fait, les mêmes patterns avec des personnages un petit peu plus loufoques et une ambiance, comme tu disais, plus Gardien de la Galaxie. Je trouve le design des perso plutôt cool en revanche, et le fait d'intégrer des petites cinématiques inédites entre chaque session de jeu pour montrer comment ils évoluent pendant les temps de repos est une bonne idée. Après encore une fois, du 5v5 à la Overwatch, perso, est-ce que c'est nécessaire ? On sait que Sony veut son jeu à service, ça peut fonctionner, mais je dis pas, après pour moi c'était froid. Oui, complètement, moi aussi ça m'a fait ni chaud ni froid. Après on note tout de même quand même la grosse volonté de Sony de vendre ce jeu, d'en parler, parce qu'il a occupé franchement à lui seul, je pense franchement 10 minutes donc un peu moins, mais une belle présentation en tout cas, sachant que le jeu devrait arriver sur PS5 et PC dans la journée même, ou un peu avant il y avait Herman Hulst, donc le nouveau CEO des PlayStation,
de PlayStation, en particulier pour les jeux et les studios, qui disait que la stratégie de Sony, c'est vraiment que les jeux à service sortent sur PC et PS5 simultanément, et que les jeux solo, ce qui est une très bonne idée, et les jeux solo narratifs, eux, continuent à sortir d'abord sur PlayStation 5 et ensuite sur PC, voyant le PC comme un levier pour emmener les joueurs vers plutôt les suites qui sortiront sur console. Donc on imagine, comme Horizon sort, le premier sort sur PC bien après, quand le 2 sort sur console, pour que les gens puissent passer directement sur Horizon 2. C'est une bonne idée, je pense qu'ils vont pouvoir capitaliser facilement. Après, on sait que le marché du jeu à service est quand même bien cannibalisé, surtout sur PC. Et est-ce que ça laisse une place à ce Concorde ? L'avantage, c'est qu'il a une DA qui peut être marrant, mais je voyais quand même une vibe Gardien de la Galaxie un peu Wish. Et ouais, voilà quoi. Est-ce que c'est vraiment nécessaire, encore une fois ? Est-ce que ce sera un superbe avion à réaction, ce Concorde pour PlayStation ? On verra. Notre fierté nationale. C'est ça, feu. Ensuite, toujours stratégie PC, donc God of War Ragnarok qui sort sur PC, qui est annoncé. Donc il y avait peut-être la date, j'avoue, je sais pas, j'ai pas noté, mais en tout cas oui, c'est officialisé. Le 19 septembre 2024. 19 septembre, God of War Ragnarok sort sur PC. Ensuite, un trailer qui était tout à fait pour moi, donc Dynasty Warriors Origins. Donc j'étais un peu surpris de voir cette licence quand même mise en avant dans un State of Play, parce que c'est vraiment le type de jeu qui franchit très rarement la frontière du Japon. Un Musou, oui, c'est clair. Un Musou, donc c'est des combats à très grande échelle où on bourrine pendant des heures des centaines de soldats sur des champs de bataille. De mobs. Ouais, c'est cool, c'est pour moi, c'est ma cam, mais... Je suis chaud aussi, je t'avoue. Dynasty Warriors, j'en ai pas fait depuis longtemps, et le peu que j'ai vu, je me suis dit, ah cool, un petit Dynasty Warriors, ça peut être sympa. Avec un mode coop en plus, ça peut être cool. Ouais, non, c'est assez fun, c'est sympa, ce genre de jeu en coop, comme tu dis, où tu discutes plus que tu joues, et ça, c'est en toile de fond, donc c'est plutôt pas mal. Pardon. Et il y avait eu un Musou d'ailleurs, Zelda, je sais, Hyrule Warrior, je crois. Hyrule Warrior sur Switch, tout à fait. Franchement, pas mal. Que j'avais eu l'occasion de faire, et moi celui que j'ai le plus en mémoire, c'était Ken le Survivant, qu'ils avaient fait en Musou, je sais pas si tu te rappelles, ils en avaient fait 2. En français, ils l'avaient appelé Ken's Rage. J'ai encore le premier, mais je dois plus avoir le deuxième, j'ai dû le prêter à quelqu'un qui me l'a jamais rendu. Et moi, c'est des bons souvenirs que j'ai là-dessus, et là, ça me tente bien de me relancer à ce jeu-là, en tout cas. Ensuite, il y a eu un jeu pour toi, donc c'est Infinity Nikki, donc on va jouer des fées. Dans un monde très féerique, où il faut les habiller en Barbie, utiliser le mode photo, enfin tout ce qui est glamour, tout ce que tu aimes. Tout ce que je kiffe. Il y a beaucoup de papillons, il y a des licornes, il y a des arcs-en-ciel. Mais blague à part, la direction artistique a un certain style. Le jeu a l'air plutôt sympa, mignon, avec des très grands panoramas, des très belles prises de hauteur, parce qu'a priori elles peuvent voler, etc. Donc je me suis pas trop attardé là-dessus, j'avoue, mais ça a le mérite d'être éclectique dans la présentation de ce State of Play. Alors bon, je vais te dire que j'ai vu la démo tourner, j'ai trouvé ça super mignon, super joli. De là à ce que je le fasse, je ne sais pas. J'ai peut-être d'autres jeux à faire en tout cas, mais je t'avoue que j'ai trouvé la DA super choupette, pour reprendre mon terme qu'on me ressort assez régulièrement. Et oui, je ne pense pas le faire en tout cas, mais c'est vrai que c'était vraiment tout choupi. Une première surprise de ce State of Play, donc un jeu qui s'appelle Ballad of Antara, qui sort en 2025. Ouais. Qui est coup de cœur. Très beau, une direction artistique vraiment magnifique. Ouais, vraiment très jolie. Moi, je dirais un mix entre du Elden Ring et du Sekiro presque dans la direction artistique. Ça fait très From Software, avec l'originalité où les combats, on a l'air d'avoir sur notre dos porté une petite fille qui a des pouvoirs. Soit j'imagine qu'il faut et la protéger, et en même temps elle est la source du pouvoir qui nous permettra de combattre les ennemis. C'est très joli, ça a l'air dynamique. Je l'ai pas vu venir, peut-être qu'ils en avaient déjà parlé auparavant, je ne sais pas. Je crois qu'on avait eu un trailer mais pas de gameplay, on avait juste eu une présentation à la volée de mémoire, un truc en CGI qui durait pas trop longtemps. Parce que j'avais noté dans un ancien, je crois que c'était un ancien State of Play, Ballad of Antara, j'ai retrouvé mes vieilles notes en fait, mais juste que j'étais intrigué, mais j'ai pas le souvenir d'avoir vu du gameplay. Ensuite, 2 jeux PSVR, et franchement, ça c'est cool. Je le disais sur Twitter, c'est la première fois, vraiment j'insiste, que j'avais ça. Tu vois, ça me donne envie de l'avoir. Ou si, en tout cas, si je ne l'ai pas, je me dis mince, je vais peut-être rater quelque chose. Donc c'est 2 jeux, Skydance Behemoth, qui est un jeu imaginé Skyrim, mais quand même ça a l'air encore un peu plus badass, plus violent, un peu plus sombre.
Donc de l'heroic fantasy à mort avec les behemoths, des géants qui ont l'air surpuissants, qui sont extrêmement massifs, à hauteur d'immeubles très très grands, et qui donne ce sentiment en VR, je pense, qui peut donner ce sentiment de danger constant, avec des panoramas là aussi très jolis. Ça m'a donné envie. Franchement, celui-ci, en plus c'est ma cam, c'est de l'heroic fantasy, donc plutôt séduit. La deuxième annonce, donc c'est Alien Rogue Incursion. Donc oui. On en a vu très peu. C'est pas un trailer, c'était un teasing, 2 images. C'est prévu pour fin 2024. Donc Alien et le VR, je pense que c'est le mariage heureux. D'ailleurs, big up à un de nos amis qui est fan de VR et d'Alien. Donc je pense que c'est le plus beau jour de sa vie, mais franchement, ça fait envie. On peut imaginer un Alien Isolation, et c'est quelque chose en VR. Alors j'ai juste chipoté un peu, mais ça c'est mon cœur de fanboy. C'est qu'ils ont appelé ça Alien sans S, d'accord. Mais le xénomorphe qu'on voit sur la jaquette ou même dans la cinématique, c'est un xénomorphe du 2 avec la carapace sur le crâne. Et ça c'est plus typé Aliens en fait. C'est le meilleur bien sûr. Mais là c'est plus typé Aliens avec un F, avec un S, tu vois. Du coup c'est juste pour chipoter. Ça me fait bizarre de voir les aliens du 2 avec l'écriture du premier film. Mais en tout cas moi je sais que je n'y jouerai pas parce que sinon je fais une crise cardiaque devant ce jeu, et puis la VR me rend malade, c'est sûr, mais je t'avoue que là c'est quand même très très tentant en tout cas. Et puis oui, Alien et VR, oui en effet, c'est parfaitement sensé. Ensuite j'ai donné 4 jeux un peu plus à la volée parce que c'était assez anecdotique pour moi, bien qu'il y ait des bons jeux, mais Marvel's Rivals, donc un jeu à service, un Team Fortress là pour le coup, la direction artistique assez cool, en cel shading et tout, mais pareil, c'est pas du tout ma cam, donc je m'y suis pas intéressé et c'est complètement osef pour moi et pour toi, du coup, j'imagine. Oui, puis à contrario, j'ai trouvé aussi la direction artistique très dégueulasse. Ça faisait jeu mobile en fait. J'ai pas trop apprécié la DA. Franchement, c'est pas tentant. Après, il y a eu Where Wind Meet, un énième jeu, je trouve, dans le Japon médiéval, à Rise of the Ronin, un Sekiro-like. Là, petit coup d'overdose là sur ce coup-là, donc j'avoue que j'ai pas prêté grande attention. C'est le succès de Ghost of Tsushima en fait qui a fait des petits, et là les petits sortent tous maintenant, donc 4 ans après. Et encore une fois, oui, quand je les ai vus, j'ai fait d'accord. Après, Rise of the Ronin, je trouve, est quand même si graphiquement il est pas ouf, il met la barre quand même assez haute. Ghost of Tsushima, ça reste un chef-d'œuvre, on est d'accord. Le prochain Assassin's Creed, là ça va faire beaucoup, et ça va, je pense, presser le citron. On n'aura plus ce côté dépaysement qu'on avait en jouant à ces jeux-là en tout cas. Après, on a eu Until Dawn, donc le jeu de Supermassive Games qui sortira donc en fin d'année, qui est le remake de leur certainement plus gros succès et commercial et critique. C'est un jeu qui est vraiment très très apprécié, Until Dawn. On sait que PlayStation va pas mal miser dessus. Il y a peut-être à s'attendre à ce que ce soit une licence qui débarque dans d'autres médias aussi. J'en mettrai. Il va y avoir un film. Oui, c'est annoncé. Du coup, je savais. Il y a un film Until Dawn, et pour le remake, donc ils ont annoncé qu'il y aura des passages inédits, des nouvelles scènes en plus et des nouveaux embranchements scénaristiques, ce qui est plutôt cool. Mais ce que j'espère moi surtout, c'est qu'on se retrouve avec un système de caméra en vue de derrière, par exemple, comme les derniers Supermassive Games. Ça me plairait beaucoup, parce que c'était un peu le problème de Until Dawn, c'est qu'on avait l'impression de se balader avec des chars d'assaut par moment dans cette espèce de petit chalet. Et si on se retrouve avec une vraie caméra 3D derrière, là je serai client et je vais repasser à la caisse, c'est sûr. Et ensuite, il y a eu, avant les 3 grosses annonces, je finirai par les 3 grosses annonces, mais il y a eu Path of Exile 2, donc qui est un Diablo-like, excellent Diablo-like, très 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 en bon. free-to-play. Ouais, qui va arriver sur PS5, qui est vraiment très très bon, donc voilà, ça c'était toujours sympa, pareil pour apporter de la diversité, c'était le seul hack and slash de la présentation. Et donc je disais les 3 grosses annonces après, que moi j'ai trouvé plus grosses que les autres encore pour finir. Donc ils ont montré davantage d'images de Silent Hill 2 Remake, donc avec une date de sortie, donc c'est le 8 octobre. J'ai toujours du mal, moi, à me positionner sur ce remake. J'ai très envie, en même temps, j'ai très peur. J'ai aucune confiance à la Bloober Team, j'avoue, parce que j'avais trouvé The Medium absolument nul. Je pense que ce jeu avait bénéficié de la hype de la sortie de la série X, qui avait un catalogue assez pauvre, et tout le monde s'était un peu rabattu sur The Medium. Mais franchement, je sais pas. Quel effet ça t'a fait, toi, ce Silent Hill 2 remake en présentation ? Moi, c'est pareil, en fait. Plus j'en vois, moins je suis confiant.
L'ADA est ouf comme toujours, ça change rien. Oui, l'ambiance aussi, tout ça donne envie. Oui, c'est ça. Après, j'ai trouvé que les scènes avaient l'air très mou du cul en termes de gunfight et de gameplay combat. Un pire que le dernier Alone in the Dark, qui était déjà un peu lent, mais ça allait avec l'ambiance. Là, j'ai vraiment l'impression que le gars, c'est un grabataire. Ça m'a un peu gêné. Autre point également, de mémoire, c'est du Unreal Engine 5. Et j'ai trouvé ça franchement pas ouf en fait. Les visages des personnages, que ce soit une personnage principal ou les PNJ qu'on va croiser. Voilà, grosse attente, j'ai un peu peur aussi d'être déçu. Juste après ce trailer-là, par contre, j'ai pris une énorme claque. Moi, ça a été vraiment la révélation de ce State of Play, c'est le Monster Hunter Wilds. En fait, avec une direction artistique que j'ai trouvé absolument magnifique. Là où les Monster Hunter, je les trouve très JRPG, très cartoon, entre guillemets, hein, vraiment. Celui-ci, je l'ai trouvé plus crédible, plus organique, plus dynamique aussi, avec le combat des montures, des sortes de petits chocobos là qu'on peut saisir à tout moment pendant les combats, avec des monstres qui font vraiment monstres, qui font moins dinosaures. Enfin, vraiment, les personnages aussi, le design et tout... J'ai vraiment pris une claque sur ce Monster Hunter Wilds, donc qui est prévu pour 2025 et qui est le trailer qui m'a le plus marqué de ce State of Play. Je t'avoue que moi aussi, ça m'a vraiment, quand j'ai vu le truc, j'ai fait waouh, c'est super beau, l'ambiance elle est trop belle et tout. Je suis pas trop jeu de farm comme ça parce que j'ai pas vraiment le temps. Mais là, je pense me laisser tenter, rien que pour la direction artistique et ce côté très dépaysant. Moi c'est la deuxième présentation que je retrouve. Et enfin la cerise sur le gâteau, donc Astrobot. Donc Astro revient, ça a été un leak qui était annoncé avant le State of Play, enfin qui est tombé avant le State of Play, donc c'est officiel. Moi je suis très très fan d'Astro, donc voir ce jeu Astrobot arriver, c'est très cool. Donc pour le 6 septembre, vraiment la petite mascotte maintenant de PlayStation, il commence à faire son petit bonhomme de chemin, une musique trop mignonne. Déjà j'adore l'OST de celui qui était offert avec la PS5. Là il y a des nouvelles fonctionnalités qui font très Nintendo, où Astro peut grossir par exemple et un peu tout écrabouiller sur son passage, et le jeu reste bardé de références à l'univers de PlayStation. On a vu du Parappa the Rapper, on a vu les différentes versions de la PlayStation. C'est vraiment le jeu fanservice pour la marque PlayStation, mais en même temps c'est l'égérie de la marque aujourd'hui, donc je suis très très content parce que c'est vraiment le jeu feel good par excellence, et la DA est absolument superbe, et en plus le jeu, vraiment le dernier, moi je l'avais trouvé très sympathique. Je suis d'accord, j'ai été agréablement surpris par ce que j'ai vu. C'est vrai que tu me connais, moi les petits jeux de plateforme comme ça, je joue pas vraiment à ça depuis longtemps maintenant. J'ai retrouvé une petite vibe Little Big Planet qui me plaisait beaucoup à l'époque, sur les anciennes générations de consoles avec Sackboy, et ça m'a donné envie de m'y mettre en fait. Donc je pense que je vais le faire aussi dès sa sortie. J'ai beaucoup aimé aussi les petits caméos de certains personnages, les petites allusions, le fait que le vaisseau spatial il ressemble à une PlayStation 5 et tout, je trouvais ça plutôt cool. Donc, et oui, la musique elle est hyper entraînante. Je l'ai écoutée aujourd'hui, j'ai chopé des morceaux sur YouTube et j'ai un petit peu écouté ça, et c'est vrai que oui, c'est pareil, ça va être un des jeux que je vais suivre en tout cas. Donc une conférence qui restera pas dans les annales, mais qui aura eu le mérite d'être, comme je le disais au début, j'ai trouvé moi assez diversifié, un effort là-dessus. On voit bien l'orientation PC multijoueur sans délaisser la partie solo, et ce que j'apprécie vraiment en tout cas avec cette conférence, c'est qu'elle est sur du court terme. Moi j'en ai marre des conférences où tu vois des jeux qui sortent 5 ans après, s'ils sortent d'ailleurs, on sait même pas dans certains cas. Donc là voilà, c'est une conférence sur du court terme, on sait à quoi on va jouer au courant de cette année, ça donne envie, sans avoir été par contre la conférence, encore une fois, de l'année, avec le PSVR 2 en plus un peu mis en avant comme on l'a dit. Donc voilà, c'était sympathique, j'ai passé un bon moment et j'ai pris surtout une claque avec Monster Hunter. Ça sympa, comme tu dis, c'est diversifié, c'est une petite entrée en matière. Je suis un peu moins d'accord avec toi, c'est qu'il y a énormément de sorties prévues pour 2025, et je trouve que pour l'instant le catalogue Sony de fin d'année est assez pauvre, à voir le jeu des éditeurs tiers, mais au final, à part God of War qui sort sur PC et comment ça s'appelle, Concorde qui arrive, et Until Dawn, Astro. Vraiment, Silent Hill ça reste un jeu Capcom. Il n'y a pas énormément de gros jeux en fait, Konami, oui, excuse-moi, il n'y a pas vraiment de grosses IP de fou comme on a eu encore l'année dernière.
Et beaucoup de jeux sur 2025 sans vraiment de date. Par contre, ce qui est bien, c'est que ça reste, encore une fois, tu l'as dit tout à l'heure, diversifié. Il y en a pour tous les goûts. Et ça, c'est cool. Carrément. Donc voilà, disons que ça fait le café, quoi. Voilà, ils ont fait le job sans en faire des caisses. Moi, j'aurais bien aimé voir la tête d'Herman Hurst, voir les nouveaux seiyū un petit peu nous parler. J'aime bien quand il y a des présentations physiques, enfin avec des gens. Mais bon. Après, moi, j'attendais aussi qu'ils parlent des DLC de Spider-Man, on les a pas eu. J'attendais la roadmap de Helldivers 2, c'était l'occasion de la balancer, par exemple, parce que mine de rien, ça va commencer à... Là, le jeu, il a 4-5 mois, maintenant. Et il a son succès, donc il y a quelques manqués malgré tout, mais bon, voilà, comme tu le dis, c'est une mise en bouche. Et ceci clôture notre partie news. Section actualité d'ailleurs qui durant très certainement tout le mois de juin et début juillet sera consacrée aux conférences. Au moins on galérera moins à trouver les actualités parce que c'est vrai que ces derniers temps c'était compliqué de trouver les dernières semaines c'était velu. Mais c'est parce que voilà justement il y avait les conférences qui arrivaient, donc chacun gardait des billes. Donc on va passer sur Final Fantasy VII Rebirth, donc pour finir en effet ce fil rouge qui a commencé avec Crisis Core, ensuite il y a eu Remake, il y a eu Advent Children et je termine avec Rebirth, donc cette partie Final Fantasy VII. Donc je refais pas le topo de qui a fait quoi, vous avez l'épisode 81, vous avez les épisodes d'avant où je parle de pas mal de choses, et par contre on avait fini la chronique de FF7 Remake sur est-ce que... Parce que ce jeu, finalement, FF7 Remake, c'est ce que je disais, c'est un jeu, c'est une promesse. Et est-ce que, justement, cette suite, Final Fantasy VII Rebirth, va répondre à cette promesse de façon favorable aux joueurs? Ça va être toute la question. Sachant que, petit disclaimer, voilà, c'est un jeu qui est très riche, très dense. Donc je ne parlerai pas de tout, encore une fois, je l'avais dit déjà à une ancienne chronique. Voilà, c'est immense, donc je vais garder cet axe de la promesse que j'ai initié sur FF7 Remake. Mais avant, musique, qui aura un petit interlude. Une petite interlude. Donc l'histoire commence de ce FF7 Rebirth. La première scène, on incarne Zack. C'est très étonnant parce qu'il est normalement mort dans Crisis Core, donc c'est un peu déroutant au début. Donc je vous ne spoil pas parce que c'est vraiment la première seconde du jeu. Et le jeu est sorti il y a un petit moment maintenant. Et le jeu nous met place directement donc dans sa peau et on voit les événements de Final Fantasy VII Remake se dérouler, notamment le final, que là par contre je ne vais pas dévoiler. Et quelques temps après, je vais rester évidemment un peu flou, on retrouve nos compagnons, donc notre équipe, le groupe est enfin créé. Et encore une fois, vous avez l'histoire dans l'autre chronique. Et l'aventure nous place dans la ville de Kalm, qui est d'ailleurs pas si calme que ça, parce qu'on a à nos trousses, forcément nous sommes des terroristes, nous avons à nos trousses les troupes de la Shinra. Donc on sort de la ville de Kalm et là on arrive dans ce monde ouvert, dans cette plaine qui nous pousse à l'aventure, sachant que l'objectif de notre groupe c'est de partir sur les traces de Sephiroth, donc qui est l'antagoniste du jeu, sachant que ça c'est un élément de scénario, tu sais que j'aime bien Kira, quand les héros, le groupe est à la pourchasse, à la chasse plutôt, enfin bref, peu importe, on doit aller chercher, dénicher l'antagoniste, ça j'aime bien, c'est un peu comme dans Diablo, tu sais, j'avais dit ça dans mes chroniques de Diablo avec Lilith, où c'est un petit peu ça, on est les chasseurs, donc là on est sur les traces aussi de Sephiroth, et ce qui est cool, c'est que là on a vraiment un groupe qui est créé parce que c'est la suite directe de ce FF7 Remake dont c'était l'intérêt, la création de la fraternité de ce groupe. Donc, en fait, sur l'histoire, j'en dirais pas davantage parce que c'est la suite directe de Remake, donc il faut avoir fait Remake. Par contre, ça, pour moi, je trouve là vraiment c'est indispensable d'avoir fait d'abord le Remake. Mais par contre, je vais vous choquer un petit peu. Pour moi, FF7 et les Final Fantasy, de toute manière, sont des jeux narratifs. FF7 Rebirth est un jeu narratif. C'est l'histoire qui compte avant tout.
Et quelle histoire, vraiment. Je vais commencer direct par le point le plus fort du jeu. C'est une histoire qui est vraiment magnifique, qui est contée de la meilleure des manières, qui parfois peut tirer les larmes. Moi, ça va parce que j'ai un cœur de pierre, j'ai pas pleuré, mais bon. T'es un bonhomme, quoi. J'avais par moments une petite poussière dans l'œil, voilà, qui passait, tu vois, où il fallait que je me frotte un petit peu l'œil, mais non, en fait, on a vraiment toute cette histoire, le sentiment de créer un lien assez intime avec ces personnages, même virtuels, mais c'est ça où c'est fort, et c'est vraiment la promesse. On est toujours dans cette histoire de promesse, mais c'est la promesse de ce FF7 original, où c'est ça qui a marqué autant les joueurs. C'est que FF7 est un monument parce que ce groupe a créé un lien avec les joueurs, et ça on le ressent dans ce FF7 Rebirth. C'est vraiment le point le plus important. L'histoire, vraiment, encore une fois, je la trouve excellente. Le propos est bon, avec tous les thèmes que j'avais cités dans Remake qui sont là aussi présents. Les personnages toujours haut en couleur. C'est assez burlesque, hein, vraiment, ils vont très loin dans l'humour potache parfois, et ça fonctionne bien. Donc voilà, une histoire très très prenante. Mais en tout cas, pourquoi j'ai insisté là-dessus, et j'ai dit tout de suite que faut pas oublier que les Final Fantasy, surtout celui-ci, est un jeu narratif, c'est qu'il a vraiment des choses à raconter, et je pense que dans ce FF7 Rebirth, faut pas se perdre. L'histoire est vraiment le fil rouge, l'histoire est l'important, et on le verra avec le monde ouvert. Il faut éviter de trop distiller ça, parce que le jeu a vraiment de très très belles choses à apporter d'un point de vue scénaristique, et c'est important de s'y accrocher. Et on sait que c'est souvent le risque, hein, qu'il y aura, de se perdre dans les mondes ouverts et de perdre l'histoire de vue. Exactement, c'était le cas sur Red Dead. Si on commence à partir aux champignons tout le temps, du coup, ça va amoindrir la portée de l'histoire, en tout cas. J'avais fait un petit chapitre sur ma chronique de FF7 Remake sur Midgar, parce que je sais pas si tu te souviens, Kira, mais Midgar, c'est presque un personnage à part entière qui un peu indicible, comme un grand ancien dans Cthulhu, un peu, tu vois, vraiment la ville tentaculaire qui plane, son spectre est au-dessus des joueurs et au-dessus de tout ce théâtre, et qui est le théâtre en plus d'un combat en apothéose avec Sephiroth. Et en fait, Sephiroth, c'est un petit peu le même délire, c'est qu'on a... C'est le même délire, ouais, on a ce Sephiroth qui est vraiment en toile de fond, qui requiert toute l'attention du joueur, du groupe, de l'intensité du scénario. Il est là sans être là, c'est un peu le spectre, hein, de Sephiroth, c'est vraiment ça. Il parle au héros, donc Cloud, hein, toujours dans son esprit torturé, un peu malade, il voit Sephiroth lui parle, Sephiroth s'immisce dans sa tête, et il finit par s'immiscer aussi dans la tête du joueur, à nous faire douter, nous faire peur, on a des craintes vis-à-vis de ça, et je pense que c'est aussi une magnifique incarnation d'un méchant, car finalement c'est ça que j'aime, on sait pas vraiment où il est, on sait pas tous ses dessins, on sait pas vraiment ce qu'il nous veut, on sait même pas s'il est encore vraiment en vie, ou si c'est que son spectre qui est là, ou enfin tu vois, en fait il plane, il est latent, c'est une ombre représentée par une... C'est nébuleux, oui. Ouais, par une plume noire en plus. Je trouve que la symbolique est belle, tu vois, il y a souvent une plume noire qui tombe et qui finit en poussière. Ça, c'est quant à l'ombre de Sephiroth qui est là. C'est marrant, j'en vois tous les jours chez moi des plumes noires en ce moment, vraiment tous les jours. Est-ce que tu crois que j'ai l'ombre de Sephiroth au-dessus de mon épaule qui est menaçant ? Je crois surtout que c'est pas bon signe, du coup. Je sais pas, sacrifie un poulet, fais un truc, fais une incantation de magie, je sais pas, un truc... Ah ouais, remarque, c'est possible, hein, dernièrement, mais ouais, non, c'est... Ouais, bon, donc c'est pas Sephiroth, tu penses pas ? Non, je pense pas. Si t'as un katana de 2 mètres de long qui commence à apparaître aussi, donc là c'est un peu chaud, là ce serait Sephiroth. Mais si tu veux, en fait, il est l'incarnation brillante de l'antagoniste par excellence, tu vois, parce que t'as peur de lui, il y a de la tension tout le temps sans vraiment y être confronté. Donc j'ai trouvé là aussi le traitement dramatique du personnage très bon, parce que il symbolise les souffrances de notre groupe, de notre héros en particulier, et contrebalancé par une histoire, comme j'ai dit, très riche, très fraternelle, parfois rigolote et tout. Donc Sephiroth, voilà,
pan indispensable, indéniable de la réussite scénaristique de ce FF7 Rebirth. Dit comme ça me rappelle un peu la formule Yakuza, en fait, où tu vas avoir des passages très burlesques, dans un monde ouvert, où tu peux vraiment éclater ta narration, mais avec un fil rouge qui est quand même très sombre et très tendu, en fait, ce qui permet aussi de décompresser à certains moments. Mais du coup, forcément, si tu vas faire toutes les activités annexes, tu perds un peu de cette noirceur sur le fil du jeu. Donc rappelons ici que nous sommes sur une adaptation d'un jeu qui a 20 ans, qui est un JRPG, donc plus de 20 ans. Et les JRPG, surtout ceux de Square, parce qu'il y a une map monde, parce qu'il y a un monde ouvert, entre guillemets, on a toujours considéré ça comme des jeux très où tu as de la liberté, ce qui est complètement faux. Pour moi, ce qui n'était pas le cas en fait. Non, parce que les JRPG sont plutôt des jeux très dirigistes comparé aux RPG occidentaux, à la The Witcher ou à la Skyrim où tu peux vraiment te balader. Les JRPG c'est plutôt dirigiste, plutôt linéaire, mais c'est qu'ils ont une construction que j'appelle par cycle ou par plus ça comme vous voulez, par chapitre, bref. Pour moi, je vois 3 cycles vraiment, 3 sections dans ces jeux, dans ces JRPG, et on va voir à quel point ce Rebirth, même s'il est très récent, il est quand même très très fidèle à la promesse, encore une fois, du jeu original. Donc déjà, première phase, on peut appeler ça des phases, c'est pas mal aussi, l'histoire, donc les phases scénarisées, donc qui sont clairement identifiées. On le sait quand on met le pied dans les phases de façon scénarisée, parce c'est indiqué, on sait que là on va avoir des cinématiques, c'est des phases qui prennent plus de temps, et ce sont pour moi en tout point les meilleures du jeu. Donc ces phases de scénario, c'est celles qu'il faut aller vraiment chercher. Ensuite, il y a les phases de donjons, donc comme dans les JRPG encore une fois à l'ancienne, où là on est plus sur des phases très couloirs, qui ont pour but plutôt de nous emmener vers ces phases scénarisées, donc qui sont le préambule. C'est là où on a des combats de boss, c'est là qu'on a des combats de mid-boss et de boss, c'est là où aussi on va pouvoir même changer de leader. Chaque personnage aura son temps fort en plus dans ces phases de donjon, donc c'est plutôt sympa. C'est des phases qui sont très agréables. Et enfin, la troisième des phases qui est celle de bac à sable, où on est dans les zones de semi-liberté, de zones ouvertes, où là on va faire des mini-jeux, donc j'y reviendrai, c'est là qu'on parlera de Yakuza, des quêtes annexes, c'est là qu'on doit faire les quêtes de Chadley, pareil j'y reviendrai, c'est là aussi on a les points d'intérêt. En fait, comme dans tous les jeux à monde ouvert ou à monde semi-ouvert, où tu as des points d'intérêt qui popent un petit peu partout. Donc en fait, cette dernière phase, elle a pour vocation de remplacer justement la fameuse map monde qu'on avait dans les jeux avant, où finalement on était en liberté certes, mais on avait finalement à faire surtout que des combats aléatoires. On tournait en rond, on avait des combats aléatoires, on cherchait des zones, etc. Mais elles ont pour vocation, ces phases-là, de remplir ce qui finalement avant était très vide. Parce que si on fait si on adapte simplement ces grandes plaines et on met que des combats aléatoires, je pense que personne n'y trouvera son compte. Et on en rejoint à notre réflexion, Kira. Le risque dans cette dernière phase, c'est de s'y perdre, au risque de diluer et le plaisir et l'histoire. Parce que personne dans le jeu original passait 10 heures à tourner sur la map monde, à faire des combats aléatoires. Personne faisait ça. On allait plutôt chercher l'essentiel, chercher l'histoire, chercher le scénario, etc. Donc ici, en fait, c'est la même chose. Il faut vivre ces zones ouvertes de la même façon, je pense. Elles sont juste là pour rendre le monde un petit peu consistant. Mais en tout cas, elles doivent pas elles doivent pas être le plus gros de votre intérêt. En tout cas, je pense que c'est des zones qui doivent être de transition. Et si on commence à faire le 100% de ces zones-là, en fait, je pense qu'on se dégrade sa propre expérience et on dilue l'histoire, et elles n'ont pas vocation à ça. C'est plus pour s'imprégner de l'univers et du lore, on va dire. Exactement. C'est pour que ton monde ne soit pas vide. C'est pour que si tu te trompes de chemin, tu vas pas au bon endroit dans la quête principale, tu trouves quelque chose. C'est pour que ce monde qui doit être rempli, parce qu'à l'époque il était quand même très vide, il faut se le dire, nos souvenirs ont parfois enjolivé les choses, mais c'était vide. Une map verte. C'était vide, il y avait que des combats aléatoires. Là aujourd'hui il faut le remplir, il faut quelque chose pour le remplir. Donc moi je trouve que c'est bien fait à partir du moment où on utilise ça de la bonne des manières, c'est-à-dire qu'on picore, on tombe dessus au bon moment, on n'a que 10 minutes pour jouer, là on va aller chercher des points d'intérêt. Si on se fait une session de 2 heures à chercher des points d'intérêt, en fait on va s'ennuyer, on va perdre le fil de l'histoire, on va pas passer un très très bon moment. Donc attention à ça, surtout que le jeu, il y a beaucoup de choses pour nous occuper, et c'est là qu'on en vient au mini-jeu. Kira, je pense franchement, sans te mentir, c'est pour ça que ça m'a fait penser à Yakuza. Il y en a, je pense une 50aine, peut-être une 30. Voilà, il y en a beaucoup, je dirais pas de chiffres, mais en fait, il y en a à profusion. Donc il
Il y a des courses à dos de dauphins, à dos de chocobo, il y a un jeu de vaisseau spatial, il y a un jeu sur la moto, il y a du tir à la carabine, il y a un jeu de piano, il y a du versus fighting, il y a du tower defense. En vrai, il y en a partout, au risque de l'indigestion, hein, je le dis quand même, mais c'est matérialisé aussi par le Gold Saucer. Je sais pas si tu connais, ça te parle ça, le Gold Saucer, ou pas trop dans l'univers? Oui, c'est un casino. Ouais, voilà, c'est parc d'attractions. Je suis pas un noob tant que ça de Final Fantasy. Tu as les bases. Donc c'est un parc d'attractions casino en fait, ça fait les deux, où tu as tout un tas de jeux, mais je retiendrai vraiment moi un gros jeu, c'est le Queen's Blood, donc qui est le jeu de cartes. C'est aussi la tradition depuis le Trip Trial, enfin même il y avait un jeu de cartes dans FF7 d'ailleurs, mais celui du 8. Toi et les cartes. Ouais, c'est une grande histoire d'amour. Dans tous les jeux, ouais, le Gwent. Ouais, le Gwent, j'avoue, j'ai joué à The Witcher plus pour le Gwent que pour le reste. Donc c'est vrai, mais là le Queen's Blood est absolument génial. Il est simple, tout en étant très technique, pointu, un peu comme des jeux d'échecs en plus parfois, parce qu'il te donne une situation à résoudre qui va au-delà des règles et tout. Tu peux te constituer ton deck et tout, c'est très addictif. Et en plus, il y a une quête annexe qui est dédiée qu'à ce jeu-là, qui est pour moi une des meilleures quêtes annexes en plus du jeu, la Reine de Grenat, qui est très très bien. Donc, en fait, ils ont mis les petits plats dans les grands pour ce FF7 Rebirth, où vous avez un nombre de mini-jeux stratosphériques. Franchement, c'est énorme. Donc pareil, un risque de s'y perdre. Ils en ont fait de trop, peut-être, je sais pas, parce qu'il y avait des mini-jeux dans FF7. Peut-être pour un New Game Plus. En fait, voilà, je pense que pareil, c'est des choses qui vont aller se picorer. Mais si tu commences à aller farmer le 100% de tous les mini-jeux, en fait, tu vois, ton expérience, elle devient déséquilibrée, je pense, un peu bancale, parce que, encore une fois, le gros de ce jeu, c'est l'histoire. J'insiste vraiment, c'est un jeu narratif où l'intérêt est à la narration. Autre point, la bande son. Donc, je suis pas un spécialiste de la musique. Voilà, je le dis, donc j'aurais certainement pas les bons mots. Donc, il y a 4 personnes extrêmement talentueuses à la musique. Est-ce que je les tente? Allez, je tente. Nobuo Uematsu. Donc lui, ça va, je maîtrise. C'est le compositeur original de l'époque, donc qui a livré lui les morceaux et qui ont été repris, remasterisés par 3 personnes. Donc Masashi Amozu, Mitsuto Suzuki et Shotaro Shima. Donc il faut les citer parce que merci, ils ont fait un travail incroyable. Donc il n'y a pas moins qu'il y aura de 400 musiques dans FF7 Rebirth. J'ai jamais vu ça. Je pense que c'est la plus grosse production musicale pour un jeu vidéo, c'est absolument stratosphérique. Et en fait, ce qui est fou, pourquoi on atteint des sommets comme ça, c'est chaque partition, chaque morceau entre eux. Je suis pas un spécialiste encore une fois, donc mes mots seront peut-être pas les bons, mais en fait, pour lier les morceaux entre eux, ils ont fait des symbioses, je sais pas comment on peut dire, ils ont entremêlé, ils ont arrangé, voilà, fondu, je sais pas comment on peut dire, mais en fait, chaque morceau sont liés entre eux. C'est-à-dire que la musique est tout le temps sans discontinu, si bien que on a l'impression d'avoir une seule et même musique tout le temps. Ce qui a un tout petit défaut, c'est que la musique est très présente. Moi, parfois, je l'ai baissée, j'avoue. Mais en tout cas, on se retrouve avec c'est un truc de fou. Enfin, tu vois, la musique, elle est tout le temps, elle s'enchaîne. T'as un combat, le thème, il change. T'as un personnage... c'est un personnage qui est mis en avant, donc le thème de la zone va être mélangé avec le thème du personnage. C'est un truc de fou. J'ai jamais entendu ça, donc c'est grandiose. Et tu vois, les musiques des Final Fantasy ont toujours été des très belles musiques, notamment celle du 7, le thème, je l'ai encore en tête. Après, pour moi, ça reste un point noir, et je te rappelle quand on a vu Oppenheimer, où je t'avais dit que la musique était trop présente tout du long du film, et que parfois j'aime bien quand il y a des temps de pause, car ça permet d'avoir une certaine intensité, en fait, dans l'action, ou même dans ce que tu veux donner. Et je trouve que mettre une musique en permanence sur un jeu, ou même un film, c'est comme si en fait les créateurs ou réalisateurs n'avaient pas assez confiance de ce qu'ils envoyaient à l'image en fait pour que l'image parle d'elle-même. Et le fait d'avoir une musique en permanence, moi c'est l'effet inverse, moi ça me saoule très rapidement. Ça, ou alors le fait que les personnages parlent tout le temps, c'est ce qu'on disait aussi régulièrement, c'est une manière de meubler, surtout quand t'es dans un monde ouvert, mais je sais que c'est un gros frein pour moi, parce qu'encore une fois, des fois, t'as besoin de te poser et de contempler sans avoir une radio en boucle, aussi belle soit-elle, bien sûr. Tout à fait, c'est que actuellement, il faut susciter tout le temps l'intérêt, il faut que le jeu soit toujours fluide, qu'il n'y ait pas de temps mort, toujours dans un flux d'informations. C'est pour ça que d'ailleurs il y a tout le temps plein de collectibles même à rattraper.
Enfin, tu peux pas faire 3 pas sans avoir à appuyer sur une touche. Et la musique est un de ces éléments, en effet, pour susciter toujours l'intérêt. C'est très dommageable, je suis d'accord. On le met... j'adhère avec ce que tu dis, on le met au rang des petits reproches. Tu verras que j'ai un exemple dans Furiosa, c'est aussi pour ça que j'en parle. Autre, vu qu'on est sur les points de reproche, entre guillemets, il y a un personnage, non, vraiment Chadley, je peux pas de ce personnage, je le déteste, il me sort par les yeux, même d'en parler là, ça me froisse. Donc c'est un personnage qui a vocation à lui donner accès à tout un tas de contenus qui remplacent le farm, justement. Quand on passait du temps sur la map monde à tourner, c'était pour faire des combats aléatoires, pour monter de niveau. Là, Chadley, il représente ça via la chasse aux monstres, via les trésors, via le farm de matéria. Donc ce personnage est là pour... Quand tu vas le voir, ça remplace en fait symboliquement le temps que tu passais à tourner sur la map monde pour faire des combats. Tu vas le voir, lui, il te donne tout plein de trucs à faire. Il est insupportable, il parle tout le temps. Enfin, vraiment, c'est le stéréotype de tout ce qu'on déteste dans les jeux actuels. Moi, je le trouve horrible, nul, mal écrit, mal chara-designé. Je le déteste vraiment. Et en plus, il a démystifié un des trucs les plus importants dans les Final Fantasy, les invocations que l'on allait chercher au travers de combats très compliqués. Là, en fait, on va dans un simulateur de combat à moitié VR où ton personnage il met un casque VR et il combat la version virtuelle de l'invocation. C'est comme ça que tu la gagnes. Ils ont démystifié. C'est aussi quelque chose que je n'apprécie pas, c'est facile. Oh, c'est facile, ça, encore une fois, ça dénature totalement les invocations qui sont des colosses mystiques, magiques, qu'on normalement on va chercher, on les a en récompense. Là, en fait, ils sont récupérés dans un jeu vidéo. Dans un vieux gars, là, qui nous parle tout le temps à travers à travers la manette en plus. Non, je le déteste. Je suis d'accord. Vous l'aurez compris. C'est le plus gros point négatif, enfin, à peu près le seul pour ce jeu. C'est un jeu qui a plein de positifs, comme tu me disais. Beaucoup. Est-ce que, la fin du jeu se conclut en elle-même? Ça peut être une fin satisfaisante, ou tu finis sur un gros cliffhanger d'enfoiré qui te dit « Attends le prochain jeu qui arrive dans 3 ans ». Tu finis sur un gros cliffhanger, vraiment, qui aurait mérité en plus cette fin. Je suis en tout petit peu de demi-teinte avec la fin, là où la fin de Remake m'avait fait « Wow, le jeu incroyable ». La fin de Rebirth, c'est plus mince. J'ai pas eu tout à fait ce que je voulais parce que la fin est un petit peu alambiquée. Enfin, je trouve qu'ils l'ont complexifié peut-être à outrance. Donc voilà, j'ai quelques petites réserves sur la fin, bien que les derniers chapitres sont vraiment incroyables. Je parle vraiment de la fin, où j'aurais aimé que ce soit un peu plus limpide. Donc voilà, on est plutôt sur du cliffhanger quand même. Dû à suivre, quoi. Donc avant la conclusion, quand même, parlons du gameplay. Quand même. Et volontairement, j'ai mis le gameplay à la fin pour insister à quel point, vous voyez, l'histoire, le scénario est important. Mais en même temps, le gameplay, je vais pas trop en parler parce que j'en avais plus parlé dans Remake. Parce qu'en fait, le gameplay, dans FF7 Rebirth, il faut juste retenir qu'une chose, c'est la version ultime, aboutie, parfaite, et vraiment, je pèse mes mots, parfaite de FF7 Remake. Donc tout ce que je vous ai décrit dans la chronique de l'épisode 80, donc allez-y, allez l'écouter, vous l'avez en tout est mieux. Ils ont rajouté, on a plus de... Ils ont peaufiné toute la recette. Je peux pas dire mieux, ils ont fait tout mais en mieux. Il y a plus de personnages jouables, on peut constituer son équipe, on a 7 persos, on mixe, on fait des trios à notre comme on veut. Il y a plus de matériel, plus de builds possibles. Tu as un sphérié qui te permet de monter en compétences tes personnages, il y a des compétences d'armes, il y a des attaques combinées qui sont géniales, il y a une jauge d'affinité en plus pour utiliser ces attaques, enfin vraiment, ils ont fait tout en mieux. Le seul petit reproche que je peux faire, c'est plus lié à moi, ma sensibilité, parce que objectivement, c'est parfait ce qu'ils ont fait vraiment. Mais en termes de moi, mes sensibilités, il y a un peu trop de systèmes. C'est-à-dire qu'ils te rajoutent vraiment des sous-couches de tout. T'as des jauges un petit peu partout. T'as beaucoup de fonctionnalités. Moi, je préfère presque un gameplay très épuré, plus à la beat'em all, tu vois, presque... franchement, je vais choquer, mais je préfère presque le système de combat FF16, qui est très épuré, à celui-ci, qui est objectivement plus dense, plus complexe, plus... Voilà. Mais moi, j'aime bien quand c'est... tu vois, c'est assez épuré, précis. Quand c'est plus intuitif, on va dire. Ouais, et quand le gros de ton gameplay va être plus en lien avec ton skill à toi, où tu vas devoir être bon, plutôt que de compter sur des systèmes qui vont t'appuyer. Moi, je préfère vraiment le skill pour le skill. Oui, bien sûr, oui, à la Devil May Cry, quoi. Ouais, voilà, ou à la Sekiro, qui est mon exemple le plus concret. Donc, en conclusion, FF7 Rebirth est ni plus ni moins
que la quintessence de FF7 Remake. Donc c'est sa version ultime, aussi bien donc dans le gameplay comme j'ai dit, qui est au sommet de son art, pour les personnages franchement qui forment une famille avec un lien vraiment fort, vraiment un univers riche, varié, à la limite parfois de la surabondance, on l'a dit avec les mini-jeux, etc., qu'on a cités. Et est-ce que FF7 Rebirth donc répond aux promesses de FF7 Remake ? Eh ben oui, parce qu'il est en tout point supérieur, il est très fidèle à l'original. J'aurais apprécié donc une direction un tout petit peu plus claire. Donc c'est là que je le disais dans ma chronique sur la fin, où FF7 Remake nous emmenait vers une voie toute tracée, et là le Rebirth, il floute un peu tout ça, donc pourquoi, il brouille les cartes, oui. Ouais, un peu plus, de façon un peu faussement complexe, je trouve. Mais en tout cas, la promesse est là, elle est bien là. On touche, franchement, je le dis, je pense un des meilleurs JRPG des 10 dernières années, vraiment par sa qualité, sa générosité, et encore une fois, son histoire, ses personnages, bouleversants. Donc voilà, j'ai hâte d'être à l'épisode 3, et ce que j'attends de l'épisode 3, c'est qu'il conclue de façon claire ce que ce Rebirth a amorcé. Du coup, on fait quoi là ? Furiosa. Furiosa. C'est à toi, tu vas nous parler de Furiosa. Donc la suite de Mad Max Fury Road ? Non, pas la suite. Le préquel à Mad Max Fury Road, on va dire même le spin-off à la saga Mad Max. Et ben allez, c'est parti, on y va. Le paysage cinématographique actuel, rares sont les films qui parviennent à capturer l'essence brute et viscérale de la survie dans un monde post-apocalyptique. On a eu La Route, qui tenait vraiment le coup, et surtout on a la saga Mad Max, à laquelle on pense systématiquement. Là, on va parler de Furiosa, le dernier chef-d'œuvre de George Miller. C'est une telle œuvre, un préquel explosif qui plonge les spectateurs dans les origines tumultueuses de l'un des personnages les plus charismatiques du dernier Mad Max. Avant de commencer, je vais parler de la saga Mad Max, qui est une odyssée cinématographique qui se distingue par son unicité à chaque chapitre. Chaque film est une entité distincte, portant en lui ses thématiques, sa propre identité, et transgresse les frontières d'une simple suite narrative. Dès le premier Mad Max, nous sommes plongés dans un univers post-apocalyptique où la loi du plus fort règne, une thématique qui sert de fondation à la série, puis nous avons eu Mad Max 2, le défi, qui élargit l'horizon avec des enjeux de survie amplifiés et une mise en scène qui accentue les courses-poursuites effrénées. Mad Max au-delà du dôme du tonnerre, le troisième film, qui introduit une nouvelle dynamique sociale et politique, qui explore la complexité de la reconstruction d'une société et surtout de l'enfance dans un tel monde. Derrière, nous avons eu Mad Max Fury Road, qui pour moi est le chef-d'œuvre de la franchise, qui atteint des nouveaux sommets. Non seulement il réinvente la narration visuelle par ses séquences d'action époustouflantes, il faut quand même penser que ce film c'est une simple course-poursuite de A jusqu'à Z, mais il introduit également des thèmes profonds tels que la rédemption, la liberté et le féminisme. Furiosa, personnage central de ce volet, ne déroge pas à cette règle d'unicité. Elle incarne la force et la détermination dans son histoire personnelle. Elle ajoute une couche supplémentaire de complexité à l'univers de Mad Max. En somme, chaque film de Mad Max est une expérience cinématographique à part entière, avec ses propres thèmes, son esthétique qui peuvent changer d'un film à l'autre et sa mise en scène. Frank Miller se renouvelle à chaque film et Furiosa promet de poursuivre cette tradition d'innovation et d'originalité en apportant sa pierre à l'édifice déjà monumental à la saga. Et est-ce qu'on peut dire, Kira, que tous les films Mad Max peuvent être consommés de façon standalone, individuelle, ou quand même il y a un fil conducteur à tout ça? Et bien justement, tous ces films peuvent être consommés de façon individuelle et standalone. Je connais beaucoup de personnes qui aiment moins le premier Mad Max, car le premier Mad Max a beaucoup vieilli, c'est vrai, mais on peut très bien commencer par Mad Max 2, ou regarder que Mad Max 3, ou même regarder que Fury Road, comme beaucoup de gens qui sont allés voir Furiosa, qui ont vu uniquement Fury Road en fait. Et c'est vrai que c'est la force de cette saga, elle se réinvente à chaque fois, et surtout, c'est un peu une saga comme la saga Alien ou Mission Impossible, malgré que ce soit des réalisateurs différents. Le fait d'avoir un épisode unique avec une réalisation qui change et surtout des thèmes différents à chaque fois en font d'une saga qui se renouvelle en permanence en fait. Après, on adhère ou pas à la formule, ça c'est autre chose. Mais c'est vraiment le gros point fort de la saga.
La genèse de Furiosa remonte à la sortie de Mad Max Fury Road, tout simplement, en 2015. George Miller, le visionnaire derrière cette franchise, a ressenti le besoin de revenir sur l'histoire de Furiosa. Donc, Furiosa est incarnée par Charlize Theron dans le film de Fury Road, en tout cas. Et là, c'est Anya Taylor-Joy qui reprend le flambeau pour faire une Furiosa plus jeune. Le film promet d'être un voyage épique à travers les terres du Zolé. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au départ, dans la production, le film aurait dû être un jeu vidéo. C'est ce qui était prévu initialement, ou un comics. Et ça va se ressentir du coup dans le développement du jeu. Le développement du film. Le développement de Furiosa était un périple en soi. Miller a collaboré étroitement avec Nico Latouris pour coécrire le scénario qui rendait donc justice à la complexité du personnage. Nous avons toujours la musique qui est composée par Junkie XL et ils ont essayé avec ce film de capturer une certaine intensité dans le personnage de Furiosa tel que Max était représenté dans Mad Max 2 en fait. Et justement les parallèles entre Max et Furiosa sont quand même assez intéressants au fur et à mesure du film. Donc, Furiosa, c'est pas simplement un spin-off, c'est aussi donc un préquel à Fury Road. C'est une fresque épique qui se déroule sur plusieurs décennies. Le film explore l'empire d'Immortan Joe et présente une Furiosa jeune et déterminée, luttant pour survivre et surtout pour sa liberté dans un monde dominé par des tyrans comme Immortan Joe ou surtout le terrifiant Dementus. Ce film est malheureusement trop comparé à Fury Road. Encore une fois, si vous attendez à voir Fury Road, c'est pas du tout ce que vous allez avoir. Le rythme est très très différent, le découpage est différent, les thématiques sont différentes. Moi, je vois le film Fury Road comme un épilogue ou comme un troisième acte d'un film à Furiosa. Les deux films se consomment comme un diptyque. On peut très facilement enchaîner Furiosa et derrière Fury Road et on a l'impression de voir un seul et même film. Donc bien que Furiosa soit une origin story, il ne s'agit pas d'une simple répétition encore une fois, de toutes les thématiques de la saga. Le film a son propre rythme à lui et surtout une narration découpée en chapitres. Son esthétique est également différente, avec un côté un petit peu plus fake, mais j'y reviendrai tout à l'heure, mais il offre une perspective plus profonde sur le personnage de Furiosa, enrichissant également l'univers de Mad Max, de tout ce qui est, on va dire, tout ce qu'il y a autour de Max, en fait, c'est vraiment un film qui enrichit la diégèse de cet univers, en fait. C'est vraiment une œuvre à part entière, on peut également la regarder toute seule, c'est pas gênant, elle se suffit elle-même, comme tous les autres films, et du coup, elle s'intègre parfaitement dans la saga. On peut très bien s'arrêter à Furiosa, se dire ok c'est la fin alors qu'on a Fury Road derrière. Mais c'est un préquel qu'à Fury Road, donc c'est pas un préquel aux épisodes 1, 2, 3 du coup. Non, c'est un préquel qu'à Fury Road et surtout le début de Furiosa, donc quand on la voit enfant, on peut se dire que vu que Max a à peu près doit avoir 10 ans de plus ou à peu près, bah que du coup on se retrouve avec un Mad Max adolescent à ce moment-là en fait. La réalisation de George Miller est une extension ambitieuse de l'univers, elle se distingue nettement des films précédents, et je vais vous donner quelques éléments clés de réalisation. Donc on a toujours les effets de style et de la mise en scène de Miller, c'est une vision artistique qui mélange des éléments de péplum mythologique et de bande dessinée. Le film s'inspire beaucoup des visuels de Sin City ou de 300 de Frank Miller. D'accord. Il a utilisé forcément énormément de décors réels et de cascades physiques. Il a essayé de minimiser les effets numériques pour renforcer l'authenticité de l'action. Comme dans Fury Road. Comme dans Fury Road, les scènes de poursuite, bien que moins fréquentes que celles de Fury Road, sont exécutées avec une ambition démesurée. Il y a toute une scène de course-poursuite avec un camion et des espèces on va dire d'hommes en parachute derrière. Toute cette scène est sans musique. Et du coup, ça crée une tension de ouf, en fait, car on a juste les bruits d'impact sur la carlingue, les bruits de moteur des véhicules autour du camion et du camion, en fait, ce qui donne une ambition une animation de ouf, en fait. Et surtout, on a cette sensation de tension. Et le fait de ne pas avoir de musique à ce moment-là amplifie cette sensation de tension en fait. On a vraiment un effet frénétique d'un monde décadent en fait où à chaque coin de rue, on va dire, ou chaque coin de dune, on peut se faire crever en fait. Malgré ça, les CGI, donc les effets spéciaux, m'ont laissé sur ma faim, surtout en ce qui concerne certaines doublures numériques. J'ai remarqué que, bien que les films aient cherché à combiner pas mal d'effets pratiques, c'est ce que je disais tout à l'heure, les doublures numériques, dans des scènes clés, manquent de finesse, surtout lors de la scène du moulin à balles, donc ça, vous allez le voir. Il a également fait comme dans Fury Road, c'est-à-dire il a habillé tous les environnements réels qu'il utilisait, donc les vrais véhicules, les choses comme ça, avec de l'image de synthèse autour, et j'ai trouvé que cette image de synthèse était vraiment moins
moins abouti en fait et avait un côté très fake et très carton-pâte à certains moments. Quand j'ai lu les inspirations Sin City ou 300, je me suis dit que c'était peut-être volontaire de la part de George Miller pour avoir ce côté comic book, car encore une fois, Furiosa devait être soit un préquel en jeu vidéo, soit un préquel en comic book. En attendant, cela m'a déçu, car je m'attendais quand même à la même qualité d'effets visuels que ceux du film précédent, qui avait quand même établi une norme très très élevée pour la franchise. Je l'ai revu 2 fois en 15 jours, et ça vieillit encore très très bien. Et qu'est-ce qui explique cela ? Il y a eu moins de budget ? Il y a eu un truc ? Non, en fait, le budget est toujours bon. Le problème, c'est que le secteur des effets spéciaux est en crise en ce moment et que ça se ressent dans les productions Marvel où les mecs ils sont en crunch permanent et depuis la fameuse dernière grève, c'est très compliqué. Je pense que le film a pâti de cela. Après, je pense qu'il y a aussi une volonté de Miller, car comme je disais, à chaque film se renouvelle à sa manière en fait, et le vouloir renouveler l'esthétisme d'une certaine manière, ça peut être cohérent. Après, moi, ça m'a un peu pété à la gueule à certains moments, ça faisait quand même bouillie de pixels. T'as toute une scène au début où tu vois le globe, en fait, avec un zoom sur la fameuse terre verte qu'on parle dans Fury Road. Ça fait fake, mais vraiment, ça fait fake, dommage, en fait. Ça fait fond vert de ouf et tout. Et c'est dommage, parce que moi, ça m'a pourri mon groove, en fait. Ou alors, est-ce que c'est l'étalonnage qui est un peu dégueulasse et surexposé ? C'est possible aussi. Mais en tout cas, voilà, la partie effets spéciaux, c'est ce qui m'a quand même déçu. Après, je vais paraphraser les collègues de Capture Mag, surtout Julien Dupuis, qui disait ce qui compte, lui, ce qu'il aime le plus, c'est voir l'intention dans une scène, et qu'un effet spécial est raté, ça peut arriver même si c'est chiant. Et moi, je le rejoins là-dessus, en fait. On voit l'intention qui est là, on voit qu'il y a quand même quelque chose de grandiose derrière, mais dans la finalité, c'est un peu décevant, surtout sur grand écran. À voir ce que ça va donner sur un petit écran, en tout cas. Néanmoins, le film reste une expérience visuelle captivante, qui transporte dans le monde unique de Mad Max. Au niveau également des différenciations, donc Furiosa se démarque des autres films par une approche narrative et thématique qui est clairement différente. Donc on est loin de la course-poursuite de Fury Road, on n'est pas non plus sur un temps très très resserré comme Mad Max 2 ou Mad Max 3 en fait qui va se passer sur quelques journées, pas plus. Là encore une fois, on va se retrouver sur un film qui va se passer sur plusieurs décennies, on va avoir des scènes d'action. Furiosa est présentée comme une fresque épique en fait, comme le monomythe, en fait on reprend le héros au mille et un visages, avec où en fait ils vont explorer plus en profondeur l'empire d'Immortan Joe, donc ce qu'on détectait de loin, donc ce qu'on voyait à peine dans Fury Road. Là on rentre carrément à l'intérieur de cette citadelle et on voit vraiment comment ça fonctionne. On va voir qu'il y a un côté politique, il y a un côté fanatique, un côté religieux, ce qu'on distinguait vraiment dans Fury Road, mais là au final on a vraiment cette sensation de le comprendre et de le voir. Okay. Voilà, et encore une fois c'est pas expliquer pour expliquer en fait, c'est qu'au final il arrive à nous montrer des fois sans nous expliquer verbalement, mais juste avec quelques plans de caméra, voilà, de le comprendre. Et c'est en ça qu'on voit que George Miller est encore un réalisateur, malgré ses 80 ballets, encore très très visionnaire en tout cas. Ça offre une perspective plus riche et surtout ça permet de donner du corps aux personnages qui entourent cet univers. Au niveau des innovations, on va dire, du film, le film ne va pas se reposer sur des surprises visuelles de ouf, car encore une fois on reste sur un préquel à Fury Road, mais il a quand même su créer, le réalisateur bien sûr, une œuvre splendide et monumentale avec des images qui sont quand même marquantes et une narration épurée qui met en valeur tout son talent. Le film est grandiose dans son allure, mais différent dans son essence, car il ne cherche pas à reproduire l'intensité de Fury Road, mais plutôt à compléter la mythologie Mad Max avec une nouvelle dimension. La mise en scène par exemple de l'épilogue de Furiosa s'inspire des westerns, avec ses vastes étendues désertiques et ses duels intenses. Ce dernier acte se distingue par son audace, optant pour une conclusion anticlimactique qui tranche avec le tumulte habituel de la saga. C'est une fin plus intime, plus émouvante, qui met l'accent sur les émotions des personnages plutôt que sur la fiction débridée. Ça offre une touche personnelle et profonde à l'histoire. Il y a également la prestation de Chris Hemsworth dans le rôle de Dementus. Moi, franchement, c'est son meilleur rôle, clairement. C'est vraiment l'un des plus gros points forts du film. Il apporte une dimension nouvelle et complexe aux antagonistes de la saga. Dementus, c'est vraiment le miroir de Max. C'est une évolution parallèle à Max. On sait que Max est fou, il est taré, il a perdu sa famille. Et ben là, on voit si Max avait mal tourné, comment il serait devenu en fait.
Donc on se retrouve sur la perte, la folie, toujours les mêmes thématiques, mais avec un personnage différent. Il agit aussi comme un électron libre, impulsif, désorganisé. Il parle avec l'assurance d'un influenceur. Il possède un charisme débordant. Enfin, vraiment, on a l'impression que c'est un Joker, mais qui parle mieux, tu vois. Il a toutes les caractéristiques emblématiques des méchants de la saga Mad Max, mais il les renouvelle également considérablement. Et c'est vrai que passer après Immortan Joe, c'était compliqué, parce qu'Immortan Joe, il a quand même une gueule et une prestance. Ouf, ouais. Voilà, et ben imagine que lui, c'est tout l'inverse d'Immortan Joe, en fait, mais il arrive à être aussi charismatique quand même. Sa profondeur mêle humour et haine, créant un personnage riche et nuancé qui se démarque fortement. Il roule sur un char tiré par 3 motos, comme un empereur romain. Enfin, t'imagines qu'on sait trop la classe, quoi. Et ça contraste complètement avec la prestation mutique de Anya Taylor-Joy, en fait, qui va reprendre plus le Max de Tom Hardy, tu vois, et elle va essayer de reprendre aussi les mimiques de Charlize Theron. C'est une autre façon de jouer, et c'est vraiment les 2 points forts du film pour moi, c'est ces 2 personnages principaux, en fait. On peut dire même que c'est un film sur Dementus, on le voit beaucoup, ça tourne beaucoup autour de lui, ça tourne beaucoup autour de son gang, et au final, est-ce que Furiosa serait pas le personnage secondaire de son propre film, comme Max était le personnage secondaire de son propre film? C'est possible. Peut-être. Je vais conclure. Furiosa s'intègre parfaitement en diptyque avec Fury Road. Ensemble, ils forment un récit complet qui explore la résilience et la quête de liberté dans un monde chaotique. Furiosa n'est pas seulement un préquel, c'est une extension nécessaire et bienvenue à la mythologie Mad Max, une épopée qui célèbre la force et la détermination féminine dans un univers impitoyable. Je ne peux que vous recommander d'aller voir ce film, surtout que ce film est en train de faire un bid, car la planète des singes est en train de cannibaliser toutes les ventes, enfin toutes les entrées, et c'est dommage parce qu'on est à un stade où on a une proposition vraiment très très différente. Certes, le film peut être un petit peu plus lent, c'est clair, mais cette proposition change de tous les blockbusters que nous avons actuellement, et si vous voulez voir des choses nouvelles, des choses fortes, allez voir Furiosa, c'est important. Écoute, je crois que je suis chaud bouillant pour y aller là, du coup. Surtout que tu vas tout à l'heure. J'y vais là dans 1 heure, je suis dans la salle là. Donc ouais, non, vraiment très très cool. Ça donne envie, ça effacer quelques petites craintes que j'avais sur le film, notamment les longueurs, machin, tout ça, mais je pense du coup vraiment m'attacher aux prestations des deux héros, comme tu disais là, qui ont l'air vraiment convaincants. Donc ouais, ça donne très très envie du coup. Je suis chaud et je suis presque, enfin je l'ai pas encore vu, mais je suis déçu qu'il marche pas, quoi. C'est dommage. T'as des scènes de caméra, t'as une scène en double zoom, t'as une scène de headshot avec la caméra qui te la filme en plan séquence. Enfin, j'ai vu des trucs que j'avais jamais vus dans un film. Et ça, c'est aussi grâce au numérique, en fait. Le numérique arrive à faire des choses de fou quand elles sont bien masquées. Tu vas voir au début du film, la gamine, plus elle va avancer dans le temps, plus elle va ressembler à Anya Taylor-Joy, en fait. Pourquoi ? Parce qu'ils ont mixé via l'intelligence artificielle, en fait, le visage de l'enfant Taylor-Joy avec la gamine, tout à fait. Bon, certaines personnes critiquent ce procédé. Moi, j'ai trouvé ça au contraire très bien, parce qu'on va se retrouver avec toute l'évolution de cette gamine, parce que quand même, ça dure à peu près 30 minutes. Et derrière, on a la transition avec Anya Taylor-Joy, et du coup, on a l'impression que c'est la même personne qui a grandi. Et c'est bête, mais c'est tellement invisible. Moi, quand je l'ai vu la première fois, j'ai fait wow, ils ont trouvé une gamine qui a vraiment la même tête, quoi. Sauf que non, j'ai vu que c'était de l'image de synthèse. Et en fait, dans ces moments-là, c'est utilisé de telle façon que je me dis oui, l'intelligence artificielle peut faire des trucs très très cool, en fait. C'est comme du maquillage numérique, mais ça fait vrai tout le temps. À côté de ça, c'est dommage que certains effets spéciaux soient malheureusement, on va pas dire ratés, parce que d'après ce qu'il dit, ça a l'air d'être une volonté de réalisation pour donner un côté comic book, mais moi je trouve ça quand même un peu raté. En tout cas, merci beaucoup, mon cher Kirin, pour cette chronique passionnante de Mad Max et de Furiosa, du coup, tu as parlé de toute la saga. Est-ce que tu as noté des big up cette semaine ? Alors oui, un seul big up. Allez, en fait, je vais faire un big up à Johan qui nous écoute beaucoup, qui a fait une petite interview de nous pour son école justement, car il voulait parler un peu de notre podcast. Donc merci à lui en tout cas, c'est très gentil de ta part. Donc c'était pour lui faire un petit coucou. Écoute, c'est adorable. Moi je l'ai noté 3 big up. Donc Dadou, qui est un auditeur très fidèle et qui rebondissait à ta chronique La Planète des Singes en disant que ce serait le réalisateur du film Zelda. Donc exactement, j'ai oublié de le dire, je l'avais noté en plus et j'ai oublié de le dire. Voilà, il a rectifié ton petit oubli, notre cher Dadou, donc merci à toi. Big up à Aloura qui nous a fait un très 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 long mail, adorable, où il dit plein de choses, donc merci à lui, c'est très touchant tout ce que tu nous as écrit, et Grégory qui nous a contacté sur Facebook. Donc merci à toi aussi. Est-ce que Kira, tu peux dire comment nous contacter du coup ?
pour conclure? Alors vous pouvez nous contacter sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram et surtout sur notre site internet où vous allez retrouver le petit formulaire. En passant par le formulaire du site internet, vous avez quand même plus l'assurance qu'on puisse vous répondre, parce que des fois dans les messages privés ça n'apparaît pas forcément, ou des fois ils sont planqués. Là j'ai vu des messages que j'avais il y a plus d'une semaine mais qui étaient en attente, je sais pas pourquoi. Donc n'hésitez pas à passer par le formulaire. Pareil, on a une FAQ qui sera prévue pour cet été. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster également via le formulaire, qu'on puisse les noter. On en a déjà eu quelques-unes. Donc ça sera la FAQ des 2 ans. 2 ans quand même, hein, ça passe. Donc faut pas hésiter. Pareil, si vous avez des suggestions, des propositions sur des jeux ou même autre chose, hein, parce que c'est vrai qu'on est ouvert à tout, n'hésitez pas également à réagir sur ces choses-là, à nous faire des propositions en tout cas. Et est-ce que tu sais quel jeu tu as prévu la semaine prochaine du coup? Attends, oui, j'avais prévu un jeu la semaine prochaine, mais je me souviens plus, je suis encore dessus. Écoute, ça sera la surprise. Voilà, surprise, moi je sais même pas ce que je fais en HS, donc vraiment épisode surprise la semaine prochaine. Donc je te laisse conclure, Kira, cet épisode. En tout cas, ce fut un plaisir d'animer cet épisode avec toi, bien sûr. C'est toujours un plaisir de parler jeux vidéo, cinéma ou autre. Surtout que là, ça va être un bel épisode. On parle d'un de tes sujets de cœur, Final Fantasy VII, et on parle d'un de mes sujets de cœur, Mad Max. Donc vraiment, toutes les étoiles sont alignées. Passez une excellente semaine. Allez voir Furiosa au cinéma, c'est super important. Jouez bien, lisez des livres, faites-vous plaisir. En tout cas, c'est vraiment le mieux. Faites l'amour. Et ce que je vous souhaite, voilà, pas la guerre, c'est important. Et puis moi je vous dis, on vous dit à la semaine prochaine en tout cas. Ciao.